Coucou les gros bidous. Enfin, je vais aborder un sujet qui est présent dans chacune de mes vidéos, mais peut-être j'ai pas beaucoup de vidéos qui leur sont intégralement consacrées. C'est la question de, entre guillemets, l'inclusivité dans le tarot. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je mets des guillemets. Et je vais faire une vidéo qui est plutôt théorique, qui va parler de mon point de vue à ce sujet et tout ça. Et puis, on va découvrir mes tarots hashtag guillemets inclusifs. Je voulais faire un topo que j'ai eu l'occasion de faire ailleurs, mais bon, c'est un rappel parce que je crois que c'est vraiment important pour rentrer dans cette série de savoir d'où moi je viens. J'aime pas le terme inclusivité parce que j'ai l'impression que ça légitimise le fait qu'on a des gens qui sont déjà tout ce qu'il y a de plus normé, reconnu, qui bénéficient d'une position privilégiée par rapport au pouvoir, etc., qui, dans leur démarche, vont faire de la place pour d'autres. Je trouve pas que c'est intéressant de ne pas remettre en question l'ensemble de la structure qui est bâtie sur l'exclusion pour faire un peu de place pour d'autres dans un système qui reste bâti sur l'exclusion, et je trouve ça plus intéressant de déjà pouvoir faire un pas de côté, de pouvoir, et surtout, ça c'est encore quelque chose qui est basé au niveau individuel et c'est certainement pas la réponse à tout, mais surtout, des tarots révolutionnaires sont pour moi plus intéressants que des tarots inclusifs ou des tarots queer, parce que c'est des tarots qui ne vont pas se satisfaire des structures, des systèmes, des rapports de domination tels qu'ils sont aujourd'hui et qui vont demander un monde qui fonctionne différemment. Et inclusif, et c'est la raison d'ailleurs, c'est simple, ça fonctionne très très bien. Le féminisme, une fois qu'il s'est mis le hashtag inclusif, est devenu parallèlement, alors il y a eu plein d'autres systèmes, plein d'autres mécanismes en même temps, mais c'est devenu tout à fait adopté, coopté par le capitalisme, parce que ça ne lui demande pas de se changer, ça lui demande juste de faire un petit peu d'effort. Et l'argument est aussi un argument qu'on connaît depuis longtemps avec les politiques de diversité, c'est qu'évidemment l'inclusivité va faire mieux vendre, que ce soit quand on prônait déjà depuis une vingtaine d'années, ou plus même, la diversité au sein des entreprises. L'argument n'était pas juste il faut faire de la place pour tout le monde, il faut s'adapter, etc. L'argument ultime, c'est une plus-value pour la productivité et pour les entreprises. Et maintenant, c'est devenu peut-être encore plus qu'avant un argument marketing qui va faire vendre davantage. On le voit dans le fait que les pubs sont beaucoup plus riche en diversité qu'avant, et en même temps je veux dire que moi en tant que meuf grosse, voir plus de personnes grosses dans les pubs, évidemment ça me fait du bien parce que j'ai moins l'impression d'être invisibilisée, mais je ne me leurre pas sur ce que ça signifie en termes de capitalisme. Moi j'avais déjà fait des séries là-dessus en fait sur mon blog, je vais vous mettre les liens en dessous, sur l'inclusivité, les jeux indépendants, les jeux mass market et le capitalisme. Un truc comme ça, je ne me souviens pas, mais je vous mets les liens. En dehors de cette question du capitalisme, tout simplement se dire inclusive, c'est dire tout le monde est accueilli à bras ouverts, certes, c'est souvent des personnes blanches qui le disent, ou des personnes plutôt privilégiées au niveau social, au niveau de leur classe sociale, leur capital culturel, leur capital économique et tout ça. Et du coup, il y a un côté un peu performatif du fait de se dire on est inclusif et du coup forcément on est ouvert. Mais dans les faits, on se remet rarement en question sur la hiérarchie dans nos structures, les personnes qu'on exclut. Souvent on n'a pas une réelle réflexion sur l'accessibilité aux personnes handicapées, aux personnes grosses. On n'a pas Par contre, les motos ont une réflexion sur le bruit qu'elles peuvent faire en ville. Le bruit de la moto qui m'a ceci dit permis de repérer un très joli petit oiseau qui m'écoutait juste là derrière. Juste là, c'était trop mignon, il était là sur le panneau. Bon, je suis au cimetière, alors par décence, je mets mon cadre là sur mon sac à dos pour ne pas troubler la quiétude de ce lieu, montrer des tombes. Donc de toute façon, j'ai l'impression que la vision qui est prônée par l'inclusivité, l'inclusion, est souvent quelque chose d'assez individuel. Ah, je crois que vous êtes encore le héron, maintenant c'est une corneille. C'est quelque chose d'assez individuel qui est mis en avant. On fait de la place pour nous en tant qu'individus, pour des individus, mais que très rarement la solution se passe au niveau sociétal et au niveau des structures. Même si on voit de plus en plus de pouvoirs publics qui utilisent ces mots-là
mais j'ai l'impression que ça participe quand même à une logique très néolibérale et très individualiste, et que la réflexion de fond, on peut toujours la mettre de côté. Désolée, je suis en contre-jour. Alors honnêtement, je me suis habituée à ce buzzword, ce mot qui fait un peu buzzer mais qui n'a pas toujours de la substance derrière. Et du coup, je vais aussi l'utiliser par convention, mais je voulais quand même déjà dire que j'ai un peu des réserves. Et d'ailleurs, ça se voit en fait dans quels sont les jeux qui ont le plus de succès, qui sont souvent imprimés de façon mass market, ou bien les personnes qui ont derrière ce qui permet en termes de visibilité, de temps et tout, de faire des campagnes, aussi de récolte de fonds et tout ça. Bah ouais, mais enfin la plupart des jeux que je vais présenter et une grande partie des jeux qu'on voit passer, en fait c'est quand même des jeux qui sont faits par des personnes blanches. Et donc inclusivité c'est bien beau, on vient mettre nos petites images de diversité, mais en fait au niveau même de qui a les capacités de faire des tarots, donc c'est pas une question de capacité, excusez-moi, c'est évidemment pas le terme, mais qui est encouragé à le faire, qui a les ressources, qui a le temps, qui a le soutien d'une maison d'édition, de tout ce qu'il faut pour faire des campagnes de récolte de fonds et tout ça, bah, on se retrouve quand même souvent avec beaucoup d'uniformité dans les personnes qu'on voit, à savoir des personnes blanches, des personnes qui ont au minimum un certain capital culturel et ou économique, etc., etc. Donc, on voit bien à quel point c'est un argument de façade, mais qui ne va pas forcément changer la structure de quelles sont les personnes qui sont amenées à s'exprimer. Je dis ça, et alors bien sûr, il y a des formidables jeux qui sont faits par des personnes qui sont autrement minorisées dans cette société, donc qui sont celles qu'on a besoin de voir plus dans un tarot qui est historiquement tellement blanc, tellement valide, tellement mince, etc., etc. Mais voilà, je voulais quand même souligner ça, que c'est plutôt... Ouais, c'est ce que je disais dans les articles dont je me suis rappelé là, que je vais mettre en bas. C'est qui est derrière ces tarots, qui est visible, qui sont les comptes qui font le plus de vues. Et voilà, au dépend de qui. Je pense qu'il faut quand même déjà être vigilante par rapport à tout ça, à ces notions-là et à ces arguments de vente, ces arguments marketing, et à faire attention à ce que ça cache. Maintenant, évidemment, bien sûr, il faut que nos tarots soient plus représentatifs de nos sociétés, du monde dans lequel on vit, et qu'ils arrêtent d'exclure du domaine des représentations, mais du coup qui n'est pas sans lien avec le domaine des discriminations et des problèmes structurels comme le racisme systémique. Je pense malgré tout que les représentations sont importantes, qu'elles comptent, et que déjà, même si ça reste au niveau individuel, c'est tellement important pour nous, pour que le tarot nous soit utile, pour que le tarot nous aide, pour que le tarot soit utile dans nos démarches communautaires, etc., qu'on puisse se lire dedans et qu'on puisse lire les nôtres, et aussi que les personnes blanches, par exemple, se décentrent quand elles lisent le tarot et qu'elles apprennent à ne pas se voir comme l'humain de référence par défaut, qui serait neutre, qui ne serait pas connoté, tout ça, parce que c'est connoté du sceau d'une position de domination dans la société. C'est bien pour ça que je fais cette série, et puis c'est mon dada, comme vous savez, depuis le début de mon expérience avec le tarot. J'écris là-dessus, j'ai notamment écrit là-dessus une série de chroniques qui s'appelait Fat Tarot en anglais, que j'ai traduite sur Grossir le tarot, puis j'ai continué à travailler là-dessus en permanence, même si c'est pas toujours quelque chose dont je vais parler frontalement. J'espère en tout cas que ce que je véhicule comme interprétation du tarot et tout ça cherche toujours à nous faire réfléchir et à nous faire remettre les structures de pouvoir en question. Ceci dit, j'ai encore un autre truc à dire sur cette question des tarots entre guillemets inclusifs, mais je vais arrêter de mettre les guillemets à chaque fois, on se comprend maintenant. C'est que j'ai l'impression... Pour moi, le problème de fond à l'heure actuelle n'est plus est-ce que c'est facile ou pas de trouver des tarots marketés comme exclusifs. Non, il y en a plein. La question c'est oui, mais parce qu'il ne suffit pas de faire des représentations plus variées, encore faut-il qu'elles ne perpétuent pas des stéréotypes, qu'elles ne continuent pas de véhiculer une position parfois dégradante ou déshumanisante des minorités en fait dans les représentations.
Et ça, je pense que c'est là où le bas blesse et c'est là qu'on voit à quel point c'est devenu un argument de vente et que la réflexion n'est pas toujours là derrière, ou la remise en question, ou en tout cas le positionnement de, des artistes et des créateurs, mais bon, essentiellement des grosses maisons d'édition qui s'en mettent plein les poches en produisant ces jeux de tarot, hein, ne nous leurrons pas, on le sait bien, quand on passe par des maisons mass market, en plus, c'est pas du tout les créateurs RIS qui s'en mettent dans les poches, puisque les droits d'auteur sont absolument ridicules. Et de plus en plus. Et là, le travail est plus subtil, mais il mérite quand même vraiment d'être fait. C'est ok, t'as voulu, hein, créateur de tarot, et je veux montrer personne du doigt dans cette série. Je veux vraiment éviter de donner des bons points et tout. Le tarot parfait, il n'existe pas. Tout le monde va toujours y retrouver à dire. Et surtout, sur certaines questions, je suis certainement pas la plus experte et surtout pas la plus concernée ou pas du tout concernée. Donc, pas forcément du tout à même de donner mon avis comme si c'était incontestable ni rien. Donc, la question, ça va être qui demeure exclu de ces tarots dits inclusifs et qui demeure à sa bonne place, à la place qui ne dérange pas les structures de pouvoir, qui au contraire les renforce parce que ça vient les valider. Et par exemple, c'est facile d'inclure une personne, pas trop grosse, hein, parce qu'on a rarement des personnes qui sont vraiment grosses dans des tarots, mais une personne moins mince, comme impératrice ou comme reine de Pentacle, parce que ça véhicule blindé de stéréotypes et c'est pas très très menaçante, quoi. On est toujours, on garde les gros à leur bonne place. Et par exemple, on va pas les mettre souvent, et on voit la même chose avec par exemple les personnes noires dans des jeux qui sont dans des suites et des séries. Donc par exemple, les épées qui sont donc caractérisées par la pensée, la réflexion, l'intellect. Les épées, c'est l'air, et donc c'est profondément intellectuel. Or, tous les gros sont censés être fainéants et cons. Et donc, bien sûr, on va jamais, ou presque, en voir dans les épées. Vous pouvez faire le test dans vos jeux inclusifs. Bien sûr, vous allez en voir, mais vous allez bien voir qu'en fait... pas bien sûr, déjà, c'est pas garanti, ça dépend des jeux que vous avez, mais vous allez voir qu'il y a quand même un phénomène de marginalisation. Et par exemple, les gros, comme ils sont censés être fainéants, inactifs, on va très peu les voir dans les bâtons. On va les voir dans des suites qu'on estime traditionnellement être plus réceptives. Et donc, on est encore une fois ramené à notre sédentarité, à notre oralité supposée, etc., que sont les pentacles et parfois aussi un peu les coupes, à savoir surtout certaines cartes de coupe qui dénotent plutôt l'opulence, l'abondance, le fait d'y arriver, tout comme le 9 de coupe par exemple. C'est bien beau d'avoir des personnes grosses sur ce genre de jeu, mais en fait ça ne remet pas du tout en question tous les stéréotypes à notre égard. C'est comme, il y a extrêmement peu de personnes asiatiques qui sont dessinées sur des jeux de tarot. Souvent, il y en a peu, et alors c'est intéressant d'aller voir mais où on les met, hein. Par exemple, est-ce qu'on les met toutes justement dans la série des gens qui sont des gros travailleurs comme les pentacles, ou des personnes qui sont très intellectuelles comme les épées. Si oui, en fait on réitère une bonne partie du racisme anti-asiatique. Voilà. Et les personnes noires, par exemple, si c'est pour avoir des personnes noires qui sont dans des cartes du style la reine de bâton, la force, des choses comme ça, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre du cliché. Et par exemple, pour parler en termes de genre, c'est trop pas possible de continuer à utiliser les corps trans et ou non-binaires pour juste, qui sont là sur les cartes, où ces corps symbolisent la fluidité, d'être entre deux extrêmes, et donc typiquement on aurait une personne trans et ou non-binaire, juste pour la carte de la tempérance, oui ça va 2 minutes. C'est pire aussi par rapport aux images, surtout dans le tarot de Marseille traditionnel, où on a une représentation du fait d'être intersexe et ou trans, sur le diable ou des trucs comme ça, genre ça peut pas durer. Il y a quelqu'un qui expliquait à un moment, je connais pas le tarot, il n'a jamais été cité clairement, mais un truc où on avait vraiment une diabolisation des personnes grosses, en mettant une personne grosse à la place du diable aussi. Il y a quand même des processus comme ça, il faut faire vraiment gaffe à ça. C'est juste transphobe en fait d'utiliser les corps trans dans un jeu de tarot juste pour dénoter une pseudo fluidité ou subversion par rapport à des oppositions, des dualismes et tout, genre
Genre c'est transphobe en fait. Et les expériences trans, elles sont tellement beaucoup plus larges que de tels clichés qui correspondent à quasiment personne. Chez les personnes trans, faut arrêter. En fait, je ne donne pas des mauvais points. C'est pas si grave si tous les exemples que je suis en train de prendre, ça arrive une ou deux fois sur un tarot. Mais quand toutes les personnes qui sont les cautions des minorités sont mises dans des cases, là, on a plus de problèmes, quoi. Et aussi, par exemple, c'est pas rare qu'on va choisir des personnes noires pour la carte de la lune, par exemple, ou des cartes qui ramènent à une question de monstruosité, d'animosité, de bestialité, qui sont un imaginaire raciste au possible qui a été développé par le colonialisme et qu'il faut à tout prix rompre. On a aussi des cartes qui vont parfois arriver dans une hyper virilisation des personnes, des hommes noirs, où on va jouer sur le cliché du angry black woman, la femme noire en colère. Et donc on ne peut pas se permettre de continuer à mettre ces personnes-là sur ces cartes-là. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces positions et à ce que ça veut dire. C'est la même chose pour le handicap. On a souvent parlé du fait qu'on met souvent des personnes en fauteuil handicap visible s'il en est sur la carte du chariot par exemple, ou des cartes de style cavalière, etc. pour dénoter un moyen de transport, comme si en fait nos prothèses, nos orthèses n'étaient pas des extensions de nous, quelque chose qui fait partie de notre quotidien, mais quelque chose qui dénote un moyen de transport et pas quelque chose qui fait partie de nous comme notre handicap et donc ce qui nous est utile pour vivre avec notre handicap, quoi. Après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le fait de représenter des personnes handicapées dans des cartes de mouvement, parce qu'on a un autre écueil, c'est de mettre les personnes handicapées pour signifier l'inertie, pour signifier des personnes aveugles à la place des gens qui portent un bandeau pour signifier on voit pas tous les éléments, ce genre de choses. On joue comme ça très très souvent avec les handicaps visibles, ou pour signifier ok tu vois pas mais tu as développé ton troisième œil. Je sais pas comment expliquer à quel point c'est handiphobe de mettre ce genre de choses, mais ça va, vous saisissez quoi, l'enjeu du truc. Et pareil, le 5 de pentacle, le 9 de bâton, où on a des personnes blessées, malades ou handicapées sur les versions traditionnelles du Rider-Waite-Smith, souvent on va mettre les personnes en lilas. On va faire oh, trop belle représentation. Je regardais une vidéo qui est très intéressante et qui m'a beaucoup inspirée pour faire celle-ci. Et la personne disait oh regardez, dans ce tarot on a une personne avec une prothèse à la jambe, sur le 9 de bâton, ça montre bien toute la force, la résilience et tout. Et c'est genre, les corps handis ne sont pas vos sources d'inspiration. Il faut qu'on arrête et le misérabilisme quand on parle de handicap et ce qu'on appelle dans le langage handi, des luttes handi, le inspiration porn. Donc on est là pour inspirer les valides comme des gens qui se sont surpassés, qui sont des warriors, qui vont au-delà de leur handicap et tout. Pareil avec la vieillesse qui symboliserait la sagesse, et donc on va retrouver exclusivement sur des cartes comme l'ermite, parfois les rois, voilà, trêve d'exemple, mais vous voyez, si l'âge est toujours là pour symboliser quelque chose, mais qu'il n'est jamais là juste parce qu'il fait partie de la société, on a un problème. Je voudrais voir aussi des personnes enceintes sur toutes les cartes, indépendamment de ce qui est en train de se jouer sur la carte, et pas juste pour représenter la reine de bâton ou l'impératrice. Donc quand les personnages là ne sont pas grosses, et elles sont enceintes. No way, what, il faut arrêter un moment. J'ai aussi des tarots comme ça qui jouent pas mal dans les représentations des personnes entre guillemets arabes, parce que c'est une construction des blancs de mettre beaucoup de gens dans l'appellation arabe en exagérant énormément. Mais donc entre guillemets, cette construction sociale là d'une façon qui est très exotisante, qui est orientaliste, et donc qui va jouer pas mal sur des allusions à la sexualité, donc une hypersexualisation de ces corps-là, ou alors quelque chose encore où on va jouer sur le voile pour symboliser ce qui est caché, etc. Oh, gosh, enough. Dans les jeux plus traditionnels, plus New Age, classiques, et moi ce qu'on a vu fleurir ces dernières années, c'était aussi les populations autochtones, en particulier amérindiennes, pour symboliser une sagesse ancestrale,
le rapport avec ses ancêtres, une certaine forme d'animisme, voilà. Là on parle de tarot un peu plus vieux, je pense que c'est quand même un peu moins courant maintenant, donc je vais pas reprendre, sinon je vais partir dans plein d'autres exemples, mais voilà, il faut faire attention, c'est pas suffisant de dire on a de la diversité dans les représentations, ben non, c'est pas de la diversité dans les représentations, c'est absolument pas représentatif, si chacune des représentations comme ça, elle va juste cocher les cartes de tous les stéréotypes possibles, quoi, et que la personne standard, elle va rester blanche, cis, hétéro, valide, blablabla. Bla bla. Ah ouais, ou par exemple, sur les représentations de sexualité plus variées que juste des trucs hétéronormatifs tout le temps, je suis souvent assez dérangée quand sur la carte des amoureux, amoureuses, on a des femmes, parce qu'on a comme une certaine vision très regard masculin, porno, sur les couples lesbiens, qui mettent ultra mal à l'aise et qui sont vraiment mais tellement pas représentatif d'une grande variété en fait de c'est quoi les amours lesbiennes. Je trouve ça vraiment super neuneux, quoi. Super jouer sur des clichés de féminité, de lascivité et tout. Non mais ça va, quoi. On n'est pas là pour la consommation de nos corps, de nos sexualités, de nos désirs pour le regard hétérosexuel, hein. Franchement, limite, non, j'ai vraiment du mal avec les cartes des amoureuses qui sont des cartes hétéros, en fait, ça me saoule beaucoup. Mais j'ai quasiment autant de mal, en fait, quand c'est des couples de meufs. Je préfère qu'on puisse pas dire le genre des personnes sur les cartes, à la limite. Mais j'ai regardé une vidéo de Lisa Papes là-dessus où elle disait que c'était vraiment fatigant pour elle qu'elle n'y ait aucune carte des amoureuses et où elle se soit vue dans son couple Butch Femme avec Peggy, qu'on voit aussi souvent sur sa chaîne. J'étais en mode, ah ouais, parce qu'avec Gros sur notre jeu de tarot, on n'a pas encore ce qu'on a envie de transmettre avec la carte des amoureuses. Je pense qu'on va devoir la faire. Elle était peut-être un peu trop intellectuelle. C'est la carte des Gémeaux, elle était trop Gémeaux. mais en fait, au final, qu'est-ce que j'ai juste envie, c'est de voir un couple comme le mien là-dessus. Et tant pis pour le fait qu'en fait, les amoureuses ne parlent pas tant que ça de la notion du couple ou de l'amour ou des trucs comme ça. Enfin, elles sont beaucoup plus larges que ça. C'est une carte qui est beaucoup plus large. Mais en fait, j'ai juste envie de me voir dessus, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est vrai qu'il n'y a aucune carte des amoureuses dans lesquelles je peux lire un couple qui ressemble au mien, quoi. Bon, après, je trouve ça aussi super intéressant, les trucs où on a la réflexion de soi en miroir, les jeux qui travaillent cette notion-là dans les amoureuses, et puis aussi le polyamour, la communauté, les relations dans leur ensemble et qui nous sortent du noyau familial, du couple, juste entre deux personnes comme une référence et tout. Mais bon, là, je suis en train de m'éparpiller. En fait, je suis vraiment pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais il y a un tarot comme ça qui est sorti assez récemment et qui est célébré là-dessus pour son inclusivité et tout. Et honnêtement, toutes les cartes qui ne sont pas des personnes qui normées, qui rentrent dans la norme, eh bien, à chaque fois, c'est des cartes comme ça où, pour quasiment toutes, on peut derrière voir, mais en fait, c'est des visions stéréotypées. Donc, tu as mis super blindé de diversité dans ton jeu, d'inclusivité, mais en fait, tu n'inclus personne. Si tu essaies de bien cantonner les gens qui sont déjà minorisés dans la société, dans leur rôle de personnes minoritaires et qu'elles n'ont pas droit à tout le spectre des expériences qu'auraient les personnes normées. Et là, on est vraiment dans des dynamiques d'exclusion parce que de facto, ce genre de stéréotype va renforcer des choses qui vont se répercuter sur le marché du travail, sur des questions d'accessibilité, etc., etc. J'ai l'impression de me répéter depuis 6 ans que je publie sur le tarot avec ce genre de choses, mais bon voilà, j'assène. Et franchement, je pense qu'à part le Next World Tarot, je n'ai aucun tarot qui va vraiment cocher toutes les cases, marquer tous les bons points, et c'est ok en un sens, mais on a aussi une part de responsabilité. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, et que en fait, c'est pas juste la représentation qui compte, c'est si on réduit tout à une question de représentation et que derrière, il n'y a rien qui change dans les rapports de pouvoir, dans la façon dont nos sociétés sont structurées, hiérarchisées et qu'elles continuent d'exclure, on a un problème. Et donc voilà, il ne faut absolument pas que cette question-là soit exclusivement un argument de vente. Même si je peux comprendre que certaines personnes juste sont déjà contentes d'acheter des tarots où il y a plus de diversité dans les représentations et elles se disent...
bah c'est génial parce que quand je vais tirer les cartes pour d'autres, les personnes vont pouvoir se voir dedans, moi je peux voir quelque chose qui correspond plus au monde dans lequel je vis, etc. Mais idéalement, il faut toujours qu'on aille plus loin. Et il y a beaucoup de pièges à déjouer. Et donc je continue à penser qu'un des enjeux, c'est de soutenir les personnes qui sont minorisées dans nos sociétés, dans leur création de jeux, et de les visibiliser et de les soutenir financièrement, etc. Et que c'est davantage un enjeu que du fait que toutes les personnes qui font des jeux depuis 20 ans, maintenant, commencent à cocher les cases diversité pour mieux vendre leurs jeux, quoi. Ça ne change pas grand-chose au rapport de pouvoir, mais que déjà, soutenir les artistes qui sont plus précaires, qui sont minorisés dans nos sociétés et tout, ça c'est à mon avis déjà nettement plus efficace et c'est ça qui va donner lieu à un spectre de représentation beaucoup plus large. Ça c'est une autre chose que je voulais dire parce que parfois en tant que personne minorisée, on peut jouer sur certains des stéréotypes, certains des clichés pour se les réapproprier, pour retourner le stigmate. Donc on est stigmatisé parce qu'on serait comme ci, comme ça et nous on va faire genre on t'emmerde en fait. Tant pis, ok, je le suis. C'est comme avoir utilisé des mots qui sont des insultes comme queer, comme gwyn, etc. Et se les réapproprier, ou même gros, qui à la base est juste un terme descriptif, mais qui est utilisé avant tout pour insulter les gens, va pouvoir se les réapproprier comme des termes ou neutres, ou retourner le stigmate, c'est déjà au niveau du langage quelque chose qui est très très puissant. Et donc au niveau des images aussi. C'est pour ça que parfois, moi j'adore, je m'identifie super fort à la carte de l'impératrice. Bah écoutez, j'adore voir des tarots où l'impératrice elle est grosse, quoi. Même si c'est des clichés dans beaucoup de choses et tout, ça me fait du bien. Et si on crée un tarot avec grosse, notre impératrice elle sera grosse, évidemment. Quasiment toutes nos cartes seront grosses. Tous nos personnages. Mais voilà, il y a quand même comme ça plein de moments où on a aussi envie de faire mais what the fuck, quoi. J'ai aussi. What the fuck, quoi. Qu'est-ce que je raconte? RAF, rien à foutre, j'ai aussi envie d'incarner ce stéréotype sans que du coup ce soit le regard des personnes qui sont plutôt dominantes dans leur positionnement social sur mon corps, mais que ce soit moi qui célèbre mon corps en étant ça aussi, et pas forcément tous leurs clichés. C'est aussi enlever du pouvoir au regard dominant. Et là on arrive peut-être sur toutes les théories de male gaze, de regard masculin, et puis toutes les autres théories qui en ont dérivé pour d'autres minorités. Ou processus d'hierarchie, mais là on va pas rentrer dedans. Il y a un merle qui a visiblement beaucoup de choses à raconter. Ce merle. Les prochaines vidéos, je vais diviser en deux parce que j'ai beaucoup de jeux hashtag inclusif. Ce sera les jeux super cool et les jeux chouettes en termes d'inclusivité, sur des critères essentiellement personnels, de goût, d'esthétique et tout ça, quoi. Il y a quelques mois, j'avais déjà drafté un article là-dessus. Je n'ai jamais fini parce que je ne sais pas écrire sur l'ordinateur, je ne sais plus le faire. Mais je vais quand même essayer, comme la base elle est là, de le publier sur le site, quitte à ce que ce soit en mode un peu brouillon, mais quand même vous ayez un peu la trame narrative. La trame de cet essai en vidéo et les grandes idées, parfois des exemples qui sont un peu plus concrets et tout, quoi. En tout cas, je vous invite très fortement à consulter la page, les références dans les ressources en dessous de cette vidéo, parce que je pense qu'il y aura des articles qui vont certainement être beaucoup plus clairs que ce que j'ai essayé de dire ici en vidéo. Ce que je veux vraiment qu'il ressorte de cette vidéo, c'est l'idée que faire un jeu qui est entre guillemets inclusif ou divers ou quoi, ça ne peut pas être faire des tarots ou juste oh il faut tout pour faire un monde, quoi. Donc on voit pas vraiment les couleurs parce qu'on voit pas les rapports de pouvoir qui sont derrière, la stigmatisation, les discriminations que subissent les groupes opprimés, et on pense juste qu'il faut un peu tout pour faire un monde, donc on met des gens comme ça plic-ploc. Je pense que non, ça demande vraiment une réelle conscience des rapports de pouvoir et de sa position en tant que personne qui lit les cartes ou qui crée des cartes, de comprendre qui on essaie de mettre où et de ramener cette subtilité dans notre façon de lire les cartes, quoi. C'est très très important. Et si vous avez que des jeux qui sont entre guillemets pas du tout inclusifs et tout, c'est pas grave. Et je veux vraiment pas rentrer dans une logique où on met sur liste noire, on cancel les jeux qui sont pas inclusifs ni rien, mais on a un devoir, je pense, d'apprendre
à lire ce tarot aussi, interpréter les cartes d'une façon qui va prendre en compte toute cette diversité des vécus, c'est au moins aussi grand comme enjeu, quoi. Et je pose ça là. Je veux pas qu'on l'oublie. Et même si je pense qu'il y a vraiment un enjeu très très important dans les représentations, je pense que, et moi y compris, j'ai trop joué dans un truc de les jeux qui font pas ceci, cela, ils sont forcément mauvais, il faut qu'on arrête de leur donner de l'argent et tout. Enfin, je continue à le penser, mais en même temps, je pense qu'il faut faire un peu attention avec ça. Et j'ai plus de place sur mon téléphone, donc voilà, j'ai plus de place sur mon téléphone, donc je vais vous laisser ici sur ces magnifiques roses.